Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Alors, tu as sûrement déjà entendu des mots en cours de yoga comme sacrum, clavicule, scapula. Peut-être que parfois tu as pratiqué avec des personnes qui t'ont dit dans cette posture, il faut mettre le pied à tel angle ou placer la main à tel endroit. Et tu t'es demandé comment ton épaule ou ta main allait pouvoir suivre ce mouvement, en fait. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Florence, qui est enseignante d'anatomie pour le yoga. Bonjour Florence. Bonjour Gaëlle. Donc, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. On faisait le point là, justement, juste avant d'enregistrer. Il y a une dizaine d'années, dans des modules de formation d'anatomie, justement, nos chemins se sont croisés. Et c'est vrai qu'on est toujours restés plus ou moins en contact. On s'est recroisés dans d'autres modules d'anatomie. On s'est recroisés ensuite dans une autre formation de restaurative yoga. Et j'ai toujours un très bon souvenir de nos échanges et des moments vraiment passés ensemble, à la fois pour leur richesse et pour leur précision. Et puis, c'était chouette de croiser quelqu'un qui aimait l'anatomie comme moi, même en étant dans le milieu du yoga, parce que c'est vrai que on n'est pas nombreuses et nombreux, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était pas nombreuses et nombreux à se poser des questions sur l'inclinaison du genou ou la flexion de la hanche. C'est vrai. Donc, c'était vraiment chouette de partager ça avec toi. Comment tu vas aujourd'hui, Florence? Comment tu te sens? Bien, bien, merci. Ravie de te voir. J'ai un sourire béat parce qu'effectivement, avant de lancer l'enregistrement, on a évoqué tous ces moments où on s'est croisés pour la première fois et puis recroisés, etc. Et des moments d'apprentissage aussi dans des formations qui sont tellement réjouissants et qui nous marquent visiblement à jamais parce qu'on a plein de détails toutes les deux Oui. très vivants en tête comme si c'était avant-hier, quoi. Donc, Ouais, ouais, mais c'était un peu avant-hier. Gardez ça en tête. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours dans les grandes lignes et puis surtout ce que tu proposes aujourd'hui? ah oui, alors mon parcours de yoga, tu veux dire? Oui, ton parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui, qui va être un petit peu le vif du sujet de cette interview. Ouais. J'ai commencé le yoga quand je dis ça, ça me fait tout bizarre à moi-même, au XXe siècle. À la fin du Pardon, XXe siècle. je comprends. C'est un rire Voilà. nerveux, mais oui. C'est ça, moi aussi, j'ai eu un mouvement de ouf. Ouais, ça date un petit peu. J'y suis venue parce que j'étais toute cassée, j'étais très douloureuse et à l'époque, je savais pas ce que j'avais. Et le yoga a agi comme une baguette magique sur moi. Donc j'ai plongé littéralement. J'imagine que plus ou moins chacune des personnes qui vont écouter ce podcast ont l'expérience, le souvenir de la première séance. Parfois, on me dit non, c'était plutôt la troisième. Et les gens se souviennent, c'était la troisième spécifiquement. Mmh, Et des moments importants dans la vie. mmh. Et à partir de là, j'ai commencé à l'étudier immédiatement. Je me suis plongée dans les livres, j'ai acheté tout ce qui existait. Je suis passée par à Paris, à l'époque j'étais en province. J'ai acheté tout ce qui existait à la Fnac. Il n'y avait pas beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup lu André Van Lisbeth à l'époque, parce que Ah oui. c'était le plus dispo. Et de fil en aiguille, voilà, formation immédiatement. Et puis j'ai laissé un petit peu de côté pendant un temps parce que j'imaginais pas qu'on puisse être prof de yoga. Je te parle du début du 21e siècle, cette Ouais. fois, on se rapproche. Mais pour moi, on n'en vivait pas. Et Mmh. c'était juste, d'ailleurs, on en vivait très difficilement. C'est déjà difficile aujourd'hui, mais au début du 20e siècle. Et Voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à me dire, mais pourquoi est-ce que ça fait autant de bien et pourquoi? Parce que parfois ça fait mal. J'avais besoin d'avoir un peu plus d'informations sur finalement ce qui était fonctionnement du corps humain au-delà de l'énergétique dont on parle dans le yoga et puis les sensations de bien-être ou de calme profond qu'on peut retrouver après une séance. ouais. Donc, je suis allée voir le travail de Lionel Coudron à l'Institut de Yoga Thérapie qui m'a littéralement passionnée, qui a vraiment fait une bascule dans ma pratique et dans ma vie aussi. Euh, en même temps, c'est là que je pense qu'on s'est rencontrés chez Blandine Calais-Germain, parce que je m'étais dit quand même, j'aimerais bien en connaître un petit peu plus de cette histoire d'anatomie que j'avais largement laissée de côté. Mmh. À début de formation, j'ai suivi les cours de l'EFI et je séchais les cours d'anatomie. C'est vrai. Tu séchais les cours d'anatomie à l'EFI. Alors, bon, j'avais une bonne excuse, c'est que je travaillais de façon intensive toute la semaine et semaine après semaine et que j'avais les cours des formations le week-end. Et le week-end à 9 heures du matin, le samedi matin. Et on C'est commençait par l'anatomie. ah ouais, dur. Et je,
Oui, J'avais j'avoue. déjà peine à me lever, j'arrivais, je m'effondrais sur ma chaise, je ronronnais pendant 1 heure, il y avait une petite pause, et à la pause, je filais avec mon binôme avec qui on se retrouvait, papoter au café, pour boire un café d'abord, parce que j'avais besoin de caféine pour me réveiller. Et finalement, à force de papoter, on séchait le reste du cours. Voilà mes, mes débuts. J'imagine la décision simple à un moment de: «Non, mais viens, on reste là avec le café, Oui, c'est trop tôt». ah oui, oui, en plein, oui, 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 c'était ça, ça ne marchait pas pour moi, littéralement, vraiment, hein, donc. Mmh. Voilà. Et je pense qu'à l'époque, les cours d'anatomie étaient assez rasoirs aussi, il faut bien le dire. Oui, c'est ce que j'osais pas trop dire, mais c'est vrai que on n'en était pas vraiment à la pédagogie et à l'accessibilité sur l'anatomie, à cette période-là. Déjà, le yoga, c'était pas forcément hyper accessible, hein, mine de rien, comme tu l'évoques, à cette période-là, il y avait très peu de cours et le peu de cours qu'il y avait, souvent, c'est du hatha, c'est rigide, c'est, voilà, formaté. On n'était pas dans comment dire, satisfaire la volonté des pratiquants et des pratiquantes. Mais alors, Non, l'anatomie et la philosophie, c'était carré à l'époque. C'était du c'est ça. très lourd. Ouais. C'était un peu brut de décoffrage, Ouais. donc bon, c'est pas ce qui m'a fasciné le plus, tout de suite en tout cas dans le moment, et donc j'y suis retournée avec une pédagogie beaucoup plus accessible chez Blandine, très pointue aussi, pour le Blandine Calais-Germain, ouais. Mmh. Blandine Calais-Germain, voilà, qui était déjà citée à l'époque où j'avais fait ma première formation, puisqu'on recommandait ses livres, que je recommande encore et encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Ils Mmh. sont tous très intéressants, et Ouais. avec ce talent qu'elle a eu de dessiner Oui, elle-même. c'est vrai. Incroyable. Mais j'avoue que quand j'ai commencé la formation de Blandine Calais-Germain, j'ai quand même mieux compris ses livres que la première fois où j'avais fait ma formation initiale de 100 heures. Ils nous avaient dit de lire le livre de Blandine. Ah oui, Et ben, en blanc, comme ça, en ouvrant le livre, j'ai regardé, je fais: «Oui, en effet». Alors, on peut très bien, voir où sont les muscles et les os et cetera. Elle les nomme bien, les mouvements, mais j'ai trouvé que vraiment les modules donnaient de la profondeur au livre, en fait. C'est-à-dire que c'est bien vraiment sûr. un manuel et là, j'ai vraiment pu après reprendre le livre et m'en servir comme support. Oui, Et ouais, comment bien tu en es sûr. arrivé du coup à transmettre l'anatomie pour les guides de yoga et les profs de yoga? À partir de là? Alors, je crois que à force de faire de multiples formations et de me retrouver face à des consignes et des concepts opposés, Mmh. je me suis dit: «Il y a un truc qui cloche», et dans ce que j'ai appris, il y a quelque chose qui cloche. Pas en anatomie, hein, parce que Blandine, c'est de l'anatomie pure, donc c'est indéboulonnable Ouais, ce qu'elle enseigne. L'anatomie, c'est purement descriptif, en fait, c'est hein. Enfin, ça. Mmh. je t'apprends rien, je le dis pour les personnes qui écoutent. L'anatomie, c'est purement descriptif. Donc, on va vous expliquer quel est le nom de cet os ici, quelle est sa forme, le fait qu'il ait une tête un peu ronde, qui s'articule avec l'omoplate, etc. Et que c'est varié d'une personne à l'autre, et que voilà, ces variations vont faire qu'on a des mobilités différentes. Ça devient de l'anatomie. Là, je viens de parler de mobilité, tout d'un coup, ça devient de l'anatomie fonctionnelle. Comment ça fonctionne, comment fonctionne mon omoplate, mon articulation de l'épaule, pardon. Et en continuant, parce qu'on étudie toute notre vie quand on met un doigt dans l'engrenage du yoga, en étudiant après Blandine, après Lionel Coudron, je me suis rendu compte qu'il y avait un hiatus, il y a quelque chose qui marche pas dans le fait qu'on a des lignées entières qui disent une chose, d'autres qui disent autre chose, que ça se rejoint pas. Et je me suis mise à aller plus loin, à étudier ce qu'on appelle globalement la science du mouvement, dont l'anatomie est une petite partie finalement. Il y a l'anatomie, la description, il y a l'anatomie fonctionnelle qui est comment ça bouge finalement, mais et pourquoi ça bouge. Vous avez un système nerveux, quelles sont les charges qui sont appliquées aux différentes articulations selon les postures, selon comment on les fait, etc. C'est la biomécanique. Et tout ça, c'est un environnement, c'est un système complet, en fait, qui nous explique de façon plus systémique notre fonctionnement et ce qui fait la différence d'une personne à l'autre. Et au fur et à mesure que j'absorbais tout ça, il me semblait absolument évident, incontournable, qu'il fallait que moi je le dise, que moi je le transmette. Mmh. Donc je me suis mise à l'enseigner, voilà, à le retransmettre avec mes biais, ma propre vision, ma propre interprétation, bien sûr, Ouais. liée à mon histoire. Et oui. Et j'ai suivi avec toi là le module Repenser l'alignement début d'année enfin, c'était à cheval sur la fin de l'année dernière et le début de cette année, et que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, en fait, puisque tu as abordé
Il y avait une première partie au départ qui était un petit peu intense sur vraiment mettre les bases, et puis ensuite vraiment tu allais voir justement ce sujet où le corps est unique, le corps a ses fonctions, et en fait il n'est pas forcément question d'alignement comme on peut l'entendre aujourd'hui dans le yoga, mais il est bien question de ton alignement finalement et de ton ressenti. Donc comment ton corps euh, bouge dans la pratique du yoga, mais c'est valable pour toute activité physique au final. Et j'ai trouvé que ton approche était vraiment très accessible. Tu vulgarises un minimum, mais sans pour autant, j'ai pas envie de dire d'effleurer, mais enlever la partie dure en fait de l'anatomie qu'on y évoquera peut-être un peu plus tard, parce que ça reste quand même une matière qui est assez conséquente, surtout quand on met les mains dedans. C'est-à-dire que j'ai trouvé la prise en main peut être difficile. Si on est intéressé, on rentre dedans, et après c'est beaucoup plus facile quand on a les bases. Mais il y a un moment où il faut quand même traverser les choses, mémoriser les bases, comprendre certains concepts pour pouvoir progresser. Et puis il y a des paliers en fait à chaque fois, puis ça mène à autre chose, une autre découverte qu'il faut mâchouiller, comprendre, hop, pour aller vers autre chose. Mais ta pédagogie était très claire, et j'ai trouvé aussi que c'était facile, même pour moi qui ai le background, tu vois, d'anatomie. Il y a plein de petites choses, soit que tu as remis en lumière, soit que tu as mis en perspective, que j'ai pu tout de suite utiliser dans ma transmission. Est-ce que tu as toujours eu cette partie pédagogue? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui a fait partie de toi? Ou c'est quelque chose que tu as travaillé aussi en parallèle de l'anatomie, la Mmh. pédagogie? Mmh. Alors d'abord merci, je suis ravie de ton retour parce que tu, me fais le retour idéal de ce que j'espérais obtenir, en Ah fait. oui! Bon, bah, parfait. Donc merci, trop bien. Alors il semblerait de la part de mon entourage que je sois pédagogue, Mmh. mais je ne l'ai jamais appris. Et c'est peut-être un tort. J'ai jamais pris le temps et je l'envisage régulièrement. Mais c'est un temps énorme d'investissement et puis pour tout refondre également. Mmh. C'est plutôt quelque chose qui me coûte à moi, alors sans avoir fait du coup, fait les formations peut-être nécessaires, c'est quelque chose qui me coûte à moi un temps colossal En plus. de travail pour disséquer l'information, la restructurer, évaluer ce qui est nécessaire à point nommé, mais pas trop, et etc. Et ça me vaut de faire et refaire mes préparations Mais oui. des dizaines de Mmh. fois, d'avoir 1000 versions dans mon ordinateur de mes présentations. En ce moment, j'écris beaucoup, ça fait 3 mois que j'écris énormément d'articles, et je me promets de partir sur juste un point de détail et que c'est pas grave, qu'on verra tout le reste une autre fois. Et je finis par écrire un livre parce que finalement, il manque trop d'informations pour que mon point de détail soit compréhensible. C'est vraiment la différence entre débunker et démystifier, tu vois? Oui. C'est soit tu vas directement à l'information, tu dis: «Ça marche pas comme ça marche comme ça, crois-moi sur parole», et c'est du débunkage et tu Mmh. les fais un peu lourdement. Ouais. Soit tu donnes à la personne l'envie de comprendre et d'avoir les outils pour elle-même, clarifier, un point Ouais. ou un autre, et là, il faut développer. Mmh. Ah oui. Et comment on fait? C'est ce constant, mouvement entre je délivre une information qui est claire, mais si elle est trop brute, personne ne peut s'en servir. Si je lui donne du contexte, j'en finis pas de grossir. Je la remets dans un système, parce que le corps humain est extrêmement complexe. Et oui. Voilà. Oui. Mais c'est passionnant, mais c'est très coûteux pour moi. Oui. Donc tant mieux si au moins, malgré le fait que c'est coûteux, tant mieux si le résultat est à peu près là, quoi. Mais le résultat est là, puis je pense que ça, comme tu donnes de l'information, on l'évoquait avant, mais ça autonomise, et du coup, ça donne envie de creuser, donc d'aller plus loin, en fait. C'est-à-dire que finalement, on a eu l'information que tu voulais nous donner, mais après, on sait que, voilà, il faut aussi creuser, bah, certains sujets ou autres quand on en a le temps aussi, peut-être, et l'énergie, parce que voilà, il faut aussi vouloir s'investir dans cela. Moi, je sais que le cursus, par exemple, avec Blandine, m'a pris énormément de temps sur le coup, mais c'est un investissement qui m'a permis de faire des bonds en avant sur cette C'est ça. compréhension-là. Et finalement, enfin là, je te rejoins aussi, c'est que moi, quand j'ai écrit les manuels pour les formations de Yin Yoga ou Danse du Dragon, à chaque fois, il y avait ce point de, ouais, je veux aller à l'essentiel et que le manuel soit juste un support auquel ils peuvent revenir et retrouver les infos. Et je tapais et puis je me disais, ouais, mais il faut quand même un contexte. Hop, je rajoutais ça. Oui, mais du coup, il faut qu'il y ait une suite parce qu'en fait, là, on a le contexte, on a l'info, mais ça amène où? Tac, tac. Et du coup, tu te retrouves avec un manuel qui fait plus de 100 pages parce que du coup, euh, sortir une info de son contexte n'est jamais évident, comme tu dis. Ça revient parfois à dire, et on le voit beaucoup dans le monde du yoga. Ben, c'est comme ça. Moi, je vous le Mmh. dis, c'est comme ça. Et moi, comme en plus, en parallèle en formation, je suis tout le temps à dire, non, mais faites votre expérience.
faites-vous votre propre opinion. Est-ce que ce que je dis est vrai pour vous aussi ou pas? Et si ça l'est pas, pourquoi? Et puis on échange et c'est hyper riche et c'est chouette. Mais faites votre expérience. Prenez pas ce que je vous dis comme tel que. Et c'est pas facile de faire d'aller à l'essentiel du coup. C'est vrai. Et justement pour rebondir là-dessus, c'est quoi ta vision de l'anatomie pour les guides de yoga? Son rôle vraiment par rapport aux guides de yoga? Parce que tu as eu cette envie du coup quand tu as découvert ces informations, toutes ces connaissances, j'ai envie de dire même, et tu t'es dit il faut le partager. Comment tu as vu ça, cette vision-là, le rôle de l'anatomie dans la transmission? Alors pour moi, ça passe vraiment enfin l'objectif pour moi de tout cet apprentissage-là, qui est conséquent, hein, j'en ai conscience, mais qui devrait faire partie à 50 pour moi de l'apprentissage de la transmission du yoga, c'est vraiment d'autonomiser le professeur dans une certaine mesure à avoir plus d'assurance et à permettre à chacun d'avoir la pratique adaptée. C'est vraiment une question de pratique sur mesure, en fait. Ouais. Plutôt que, d'appliquer un type de consigne pour un collectif, pour un cours collectif et toutes les personnes à la même enseigne, Mmh. c'est de se sentir beaucoup plus à l'aise. Et en fait, ça répond à toutes nos inquiétudes quand on sort d'une formation de type 200 heures. J'en ai refait une, moi, bien après ma première formation. Je voulais, Mmh. remettre à jour mes connaissances, mais, tu ressors de là et tu te demandes quand tu donnes ton très bien, on est content, c'est bien. On donne le premier cours et la panique à bord. Ouais. Parce que voilà, on a pratiqué avec des gens qui en général sont en bonne forme, voire plus ou moins souples, plus parce que, le yoga attire les gens, plus souples. Et puis qu'on se retrouve dans un cours collectif où, chacun a son bobo, sa raideur, sa limite, son état du jour, Mmh. et qu'on connaît pas tout ça, en fait, Ouais. et qu'on sait pas quoi en faire. Mmh. C'est très vrai. C'est très vrai et moi, je me rappelle très bien des premiers cours que j'ai donnés puisque je me suis retrouvée à enseigner dans un studio où il y avait entre 16 et 20 personnes à chaque session et sortie de là, je me rappelle avoir vu les corps, en fait et m'être dit: «En fait, il faut que j'aille à la rencontre de la personne et il faut que je lui demande ce qui se passe pour pouvoir l'accompagner parce que là, je vois bien que ça coince, en fait, ça fonctionne pas du tout». Mmh. Et pourtant, c'était un studio dans lequel les cours étaient assez rigides, étaient très scénarisés, très carrés. On fallait pas qu'on sorte du cadre parce que sinon ça fonctionnait pas du tout. Hem et hem et pourtant, je suis allée vers les personnes pour leur dire: «Bah, attends, là, si le pied, dans le guerrier, tu alignes pas», le fameux, moi, je suis sûre que tu le connais celui-là, l'alignement en guerrier du talon avec l'arche du pied. Bah, si ça marche pas, tu décales ton pied vers l'extérieur et là, tu stables et là, on voit le bassin vient et se libère et voire même, attention, tu décolles le talon du pied à l'arrière du sol et là, tu respires au niveau de ton sacro-iliaque, tu vois, au niveau de ta jambe, au niveau de ta hanche, au niveau de ton genou. Et ça a été une démarche, en fait, qui a été de me dire: «OK, on m'a donné une des connaissances», bon, qui était très, très légère, moi, dans le 200 heures que j'avais fait en anatomie. Je me rappelle que ça s'était réduit à on a un kiné qui était venu et qui nous avait fait passer un PowerPoint pendant 3 heures sur les os et le squelette. Donc le nom des os et le nom des muscles. Et je me rappelle qu'on était tous devant le mur où il projetait le PowerPoint, on était comme ça. Au début, on avait les stylos et à la fin, on avait tous posé les stylos, on regardait l'écran et on comprenait plus rien en fait à ce qui se passait à l'anatomie. Et, et il a vraiment fallu que moi je me dise à un moment, non en fait il y a des corps et je veux comprendre comment la machine fonctionne pour pouvoir aller dans le subtil aussi, parce qu'en fait ils interagissent constamment. Donc si t'as pas à un moment la connaissance de tes sensations, tu peux pas aller les observer et les changer. Et pour avoir conscience de tes sensations, il faut que tu aies conscience de ce que tu fais avec ton corps. Et c'est là que j'avais été voir Blandine et je me rappelle que moi j'avais été, je m'étais dit: «Oh, ça va être un week-end quand même, bon, ça va pas être le meilleur week-end de ta life, mais au moins tu seras contente, ça va bien se passer». Et j'allais enseigner au service de lombalgie, donc de l'hôpital, où je rentrais dans le programme vraiment en tant que guide de yoga et je m'étais dit: «Je peux pas débarquer là-bas avec du personnel médical en ayant juste le background que j'ai en anatomie, je vais passer pour une truffe, ça va pas être possible du tout». Et j'avais choisi le module colonne vertébrale et yoga et je me rappelle, je suis sortie de là. Alors à l'époque, il faut remettre dans le contexte aussi, j'enseignais le vinyasa et le yin et j'allais enseigner à l'hôpital et je suis sortie du week-end en me disant: «Je pense qu'il faut que je revoie à peu près la totalité de ce que je fais et de comment je le fais, en fait». Et c'était intéressant d'avoir ce questionnement-là en tant que guide de yoga. Et c'est vrai que c'est devenu indispensable pour moi. Et justement, parlant dans les 200 heures, alors nous, j'imagine quand on a fait les 200 heures, on a eu des choses un peu brutes, mais je vois bien qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les 200 heures, l'anatomie prend de plus en plus de place Oui. quand même et surtout de plus en plus en conscience.
soit par des partenariats avec des personnes qui sont vraiment hyper calées dans le sujet, soit en intégrant des parties de modules de personnes qui sont vraiment calées en anatomie. Est-ce que, alors je trouve ça génial parce qu'on a à la fois la quantité et la qualité, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'heures suffisant pour avaler les informations et la qualité avec des personnes qui sont passionnées par leur sujet souvent, ce qui manquait un peu à l'époque quand même. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment souhaitable d'intégrer l'anatomie dans les cursus de 100 heures de yoga? Ou est-ce on risque pas de vulgariser un petit peu trop le contenu pour le rendre accessible? Parce que comme on l'évoquait rapidement, c'est quand même un gros morceau, le yoga et C'est vrai. l'anatomie. Et dans un 200 heures, parler à la fois philosophie du yoga, transmission du yoga, posture de yoga et anatomie et philosophie et d'autres sujets, ça me paraît très court, en fait. Alors après, c'est peut-être ce format de 100 heures, moi, que je questionne beaucoup, qui me paraît assez obsolète, qui a été imposé par une société de certification dont je parlerai peut-être dans un autre épisode, mais comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Ça, ça, est-ce que ça te paraît une bonne chose de voir que l'anatomie est de plus en plus intégrée dans le 200 heures, ou est-ce que tu recommanderais plutôt d'avoir une porte ouverte vers quelque chose qui permette de faire quelque chose de plus long et de plus précis? Parce que la vulgarisation, on en voit plein, hein. Tu me parlais du débunkage juste avant d'enregistrer, on en voit plein du faites ça, pas ça, et c'est bon, vos élèves se blesseront pas, alors qu'on sait que c'est impossible. Et que c'est faux et souvent basé sur des vieux concepts qui ne sont plus, qui sont dépassés en fait. On comprend plus le corps comme ça. Alors, je vais te faire part de mon propre fantasme à l'époque, quand j'ai commencé justement à transmettre sur ces sujets-là. Je m'étais dit, il m'a fallu faire trop de formations pour comprendre ce que je comprends. Moi, je vais faire avec mes petits bras le module parfait qui sera suffisant, nécessaire, suffisant et pas débordant. Et voilà. Bon, ça n'existe pas, ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un fantasme, ça n'existe pas. Ça veut dire que je remets, j'enlève, je remets, j'enlève parce qu'il va falloir du complément toute sa vie. Donc, ce qu'il faut savoir, quand les personnes ont envie de faire des reconversions, par exemple, et commencent par un 200 heures, c'est très bien, mais il faut savoir que c'est qu'un petit début. C'est une initiation, en fait, ni plus ni moins. Donc pourquoi pas un 200 heures dans lequel il y a un petit peu de tout parce que on a ce petit presque avant-goût quoi. C'est un petit mezze, des petites tapas, mais on va pas pouvoir faire bouger des gens sur un tapis en cours collectif qui ont toutes les morphologies, toutes les raideurs, tous les problèmes de la terre, même si c'est pas des problèmes sévères. On va encore moins pouvoir les accompagner dans de l'individuel avec parfois des pathologies complexes ou au moins des freins, Ouais. sans avoir un très 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 bon niveau. Les professeurs de danse qui s'occupent d'enfants, qui donnent des cours, qui ont une petite école de danse, qui donnent des cours, ont des années d'études Ouais. Ouais. sur. Et merci de formuler ça et de le verbaliser parce que c'est vrai que c'est un défaut qu'on a. Alors, je ne sais pas si c'est lié au système français où on veut toujours le diplôme et la garantie parce qu'on est très formaté comme ça. C'est-à-dire que tu fais tel diplôme, tu peux pratiquer tel métier, tu fais tel diplôme, tu fais tel métier. Et c'est vrai qu'on a vendu, entre guillemets, les 200 heures comme étant la formation à avoir indispensable. Si on avait qu'une, c'est celle-là. Alors que moi, je suis comme toi, je la vois vraiment comme le début du chemin. C'est-à-dire que tu mets un pas, en fait, tu t'investis pour la première fois, tu fais un peu ce pacte avec toi-même d'aller vers la transmission du yoga ou sa compréhension à minima. Mais c'est le début du chemin. C'est-à-dire que toute ta vie, déjà rien que le sujet de la philosophie du yoga, on n'a pas une vie suffisante pour le creuser parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a tellement d'écrits, tellement de textes, il faut choisir une lignée, si tu veux aller vers quelque chose, sinon tu pars vite en tous sens et tu sais plus, en fait. Tout est vrai, tout est faux parce que il y a énormément de lignées de yoga au final, sans parler forcément des contemporaines, mais il y avait énormément de choses à l'origine du yoga. Et dans l'anatomie, euh, d'autant plus, on peut se dire, bah, dans un 200 heures, je vais goûter à ça et me rendre compte du rôle que ça a, mais il va falloir que j'aille plus loin, ce qui est un peu ce qu'on a fait toutes les deux finalement, en fait. C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que on n'avait pas assez de bagages. Mais le 200 heures, en effet, pour moi, est vraiment le début. Et voilà, je parle de philosophie yoga, mais l'anatomie, même si c'est descriptif, ça évolue avec le temps en termes de pédagogie. Et puis surtout, il y a tous les sujets que toi, tu abordes également, qui, eux, évoluent, mais alors à une vitesse grandiose en ce moment, qui sont la biomécanique, Oui. l'anatomie fonctionnelle. C'est des choses, les fascias, moi, rien que les fascias avec le yin yoga, en fait, tous les ans, je suis obligée de rechercher une formation assez pointue ou autre, parce que ça avance très vite. Là, ça ralentit un petit peu, mais les 10 dernières années, les fascias, ça a explosé, en fait.
Et il faut tout le temps se former, sentir, c'est-à-dire que toi-même, tu es obligé de te former, mais les personnes qui suivent ton cursus vont devoir se former. Mais j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour la Florence du départ qui était partie en se disant, je vais faire le module clé en main, je vais y arriver et ce sera parfait parce que grâce à moi, parce que on a tous à un moment moi je l'ai eu en yoga aussi où je me suis dit, le yoga m'a vraiment apporté une connaissance de moi, une reprise de vraiment mon pouvoir personnel et je vais le transmettre pour que tout le monde ait ça. Et au bout de 12 ans, tu te dis, bon, on va peut-être descendre un peu de sa licorne et puis on va revenir un petit peu sur terre et se dire en fait déjà si on partage un moment ensemble et qu'on se sent mieux quand on repart que quand on est arrivé, c'est quand même déjà très très bien. Donc c'est Ouais. chouette. Ouais. Et par rapport à tout ça, et est-ce qu'on peut, si tu es à l'aise, est-ce qu'on peut parler un peu plus justement du débunkage et de cette vulgarisation? Parce que moi, des fois, ça me fait un peu peur quand je vois des personnes qui parlent d'anatomie ou même de posture de yoga. Parce que c'est vrai que la première clé, souvent, on s'en rend pas compte, mais on rentre dans l'anatomie par la description des postures. Moi, je vois, j'ai un passage dans ma formation de yin qui est anatomie pour le yin yoga, que j'ai vraiment nommé comme ça parce qu'en fait, on ne fait pas de l'anatomie pure, on n'a pas le temps en 50 heures. Mais on va voir le corps. Et souvent, c'est la première clé d'entrée, en fait, vers cette envie qu'on peut avoir de comprendre ce qui se passe. Et souvent, on va avoir des personnes qui vont décrire en disant, le support doit être mis comme ci ou comme ça. La posture doit ressembler à ci ou à ça. La main est à tel angle. Parfois, j'ai vu des bouquins de formation vraiment où on disait le pied à 45 degrés, la main à 75. Déjà, il faut savoir comment mettre une main à 75 degrés. Est-ce que, il n'y a pas un risque, quand on rencontre un petit peu ces milieux-là qui veulent tellement vulgariser, rendre accessible et qui, pour moi, s'appuient sur la peur. Parce que la dernière fois, je voyais encore un post sur Instagram d'une personne qui disait si tu veux vraiment faire des super séquences de yoga et si tu veux vraiment bien enseigner, suis ma méthode. Moi, en général, c'est des choses où je me dis tout de suite, mes antennes, elles s'allument et je fuis dans l'autre côté. Et je me dis, mais c'est impensable, en fait, de pouvoir dire ça. Parce que tu y es arrivé parce qu'il y a des personnes qui t'ont transmis aussi leurs connaissances avant. Donc, déjà, un peu d'humilité. Et ensuite, c'est pas parce que ça marche pour toi que ça marchera pour tout le monde. Dans l'anatomie, on le voit quand même beaucoup parce que comme c'est un sujet lourd, on a cette volonté de vouloir simplifier et dire non, mais avec moi, tu fais 3 heures de formation et c'est bon, tu connais ton anatomie. D'après toi, le cursus idéal en anatomie aujourd'hui, avec les connaissances que tu as et ton regard à date, hein, on en reparlera dans 1 an et dans 5 ans. Mmh. Quelle est la durée moyenne ou enfin, j'ai pas envie de parler de durée, mais on serait quasiment sur un 200 heures en fait en anatomie. Ah oui. Ah, tu vois, ça vient spontanément, 200 heures me va. Parce 200 que heures me va. Je sais que moi, j'ai déjà une centaine d'heures de cours, alors que je n'explore absolument pas les bases de l'anatomie, que je laisse à des gens qui font ça très bien, comme Blandine, et ouais, que je suis uniquement sur des sujets plus pointus qui viennent quand on a ouais, déjà acquis les toutes bases. Mais oui, 200 heures me paraît, pour intégrer de la biomécanique, pour intégrer le fonctionnement du système nerveux, c'est au-delà de l'anatomie. En fait, le yoga focalise sur l'anatomie, mais on n'a pas envisagé qu'il y a autre chose, ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, 200 heures, pas pour apprendre par cœur la totalité des muscles. Je suis très mauvaise pour les noms des muscles et leurs insertions. Très mauvaise. merci de le dire, Parce que ça me rassure. Ouais, ouais, non, non, mais c'est important parce qu'il y a bien plus alors, c'est pas que ce soit pas important de connaître les muscles ou les os, etc. La forme est importante parce qu'elle va nous dire comment ça marche et ce qu'on peut faire comme mouvement, le fameux fonctionnel. Mais pour moi, il faut envisager le corps de façon systémique hein, et c'est-à-dire de façon globale. Alors dans le milieu du yoga, on va dire plus holistique, mais oui, en fait, c'est un tout et donc je peux pas isoler juste mon humérus et puis l'omoplate et puis voilà. Oui, Donc ne pas se focaliser sur de l'anatomie à fond parce que avoir de bonnes bases, c'est sûr, mais avoir les tout petits détails, c'est pas très important pour nous en tant que prof de yoga, hein, puisqu'on fait pas des dissections a priori. ouais, Mais en revanche, ajouter toutes les autres notions, oui, un peu de physio, enfin tout ce qui mmh, est quelque chose qui est très important pour moi, c'est comprendre le fonctionnement de la douleur, ouais, système nerveux et la douleur. Ça, c'est quelque chose qui a absolument révolutionné ma façon de pratiquer moi, la façon dont j'envisage mon quotidien et la façon dont je m'adresse aux personnes qui ont des douleurs. merci. Et ça, c'est un monde qui évolue à une vitesse folle
On ne sait pas encore tout de la douleur. Loin de là, il y a plein de champs qui posent question, malheureusement. Mais on a quand même beaucoup avancé. Et par exemple, ces 5 dernières années en matière de sciences de la douleur sont beaucoup plus importantes à mes yeux que les 15 qui ont précédé. Mm. Donc, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut vraiment se mettre à jour perpétuellement. Alors moi, j'adore ça parce que je suis une étudiante dans l'âme, donc ça me coûte pas Mm. de passer mes soirées à éplucher des articles scientifiques ou de faire mon ménage avec un podcast scientifique sur les oreilles en anglais parce que malheureusement, je trouve pas en Ah français. oui, Ça m'a fait progresser en anglais. Je faites suis de toujours. l'anatomie pour parler anglais. Ah oui, oui. L'anatomie, la physio, la biomécanique, à fond. Je suis nulle pour parler, mais par contre, j'ai tellement emmagasiné que je comprends De les lire concepts. des articles scientifiques en anglais aujourd'hui. C'est fou. Ouais, oui, Est-ce qu'ils font plus de recherches que les Français, c'est ça? Ils mettent plus c'est de un recherches. volume. Ouais, C'est un volume, on est un tout petit pays, donc la francophonie, et puis la publication scientifique, elle se fait en anglais. ouais. C'est la langue scientifique. D'accord. Donc tu trouveras les articles, même écrits par des Français, ils seront en anglais normalement. Bon, on a des puissants traducteurs aujourd'hui en Oui, ligne, hein, donc il y a un doute. ça Ah, peut faciliter. J'ai découvert ça un beau jour alors que je me tapais de prendre des notes, de traduire. Ah, il y a des traducteurs, oui. Bienvenue en 2020. c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc effectivement, tout ce qui est piste de formation basée sur du débunkage et sur le langage de la peur, pour revenir à ta question du Ouais. début, je crois que c'était Oui, un par peu ça. comme, oui, c'était ça ma question en fait. C'est comment fuir un peu la vulgarisation et pas se laisser avoir par des formations qui finalement vont plus amener de la désinformation et enlever des connaissances que nous enrichir en tant que guide ou prof de yoga et nous permettre de voir sur le corps en fait ce qu'on apprend. Mm. Je crois qu'il faut accepter que ce sera un temps long de formation, accepter de faire un petit pas après l'autre, se méfier énormément du marketing de la peur, qui est vraiment, enfin, qu'on peut repérer très très facilement sur les réseaux sociaux parce que c'est ce marketing qui est fait à base de croix rouge et coche verte, donc ne pas faire ça et faire ça. Absolument, de façon rigide, tout ce qui est discours rigide. Et là où c'est très très difficile quand on n'a pas de connaissances, c'est pour faire le tri entre... Parce que quand on étudie ces sujets-là, il faut accepter une phase de dissonance cognitive, ce que tu as eu quand tu es sorti de ta première formation vertèbre. Ouais. Avant d'aller Ça- pas à la Riboisière, à la Salpêtrière, c'était? Oui, c'était ça, la pitié, ouais. Mm. À la Pitié. Ce moment où tu te dis, oula, il faut que je refonde, et puis peut-être que c'est un moment où on comprend pas tout, etc. Ça, Mm. c'est normal comme phase. Et là où c'est délicat de faire le tri avec des formations qui ne sont pas qualitatives, c'est que justement ces formations-là, ces formateurs-là, misent sur tu comprendras plus tard. Ah. Oh, ouais, c'est vraiment une technique qui Mm. permet de maintenir les gens dans l'attente en leur promettant de délivrer une information finale où ils comprendront tout. Mm. Et alors, ça se repère parce que ce sont des entrées ce sont des gens qui vendent leurs produits, leur formation, entre guillemets, par la peur en disant si tu fais ça, tu vas t'abîmer et moi, je vais t'expliquer comment il faut faire. Toutes ces entrées-là, toutes ces façons-là d'attirer le chaland, entre guillemets, un peu à la façon rebouteuse sur le marché, c'est je Ouais. commence par te faire peur et après, je te délivre la solution. Et ce sont généralement des personnes qui s'appuient sur des concepts qui sont dépassés, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont extrêmement complexes. Donc, ça me fait beaucoup de peine pour les gens qui tombent là-dedans, parce qu'on va passer des semaines et des mois à s'investir dans la compréhension de mécanismes qui Mm. n'existent pas. Ouais. C'est ballot. Oui. Alors qu'il y a tellement de choses passionnantes qui elles, sont Oui. si toutefois elles ont été vérifiées, revérifiées, et qu'elles durent dans le temps, qu'elles sont pas parfois démystifiées par la science elle-même, hein, qui revient sur ce qu'elle avait dit et les chercheurs reviennent. Oui, c'est vrai. Mm. Voilà, Bah, les fascias en sont un bel exemple, hein. Le Mm. quoi, pardon? Les fascias en sont un bel exemple au Les départ, faces. enfin, quand ils se sont rendus compte que c'était pas juste une poche, mais Mm. vraiment qu'il y avait de la circulation d'eau, de la circulation de flux, Voilà. d'informations.
Ils sont complètement revenus en arrière et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir que ça évolue avec nous. En fait, c'est quelque chose qui est Ouais, vivant, c'est pas figé. Mais si je comprends bien, en fait, ce que tu conseilles finalement, c'est d'aller en fait vers des formations ou des immersions où on va pas te vendre un résultat, mais on va plutôt mettre en avant les connaissances qui vont être transmises. oui, oui. Qu'on sente qu'on est autonomisé, qu'on sente que on nous aide à prendre confiance dans nos choix, et surtout que ce sont pas des choix radicaux, tout noir, tout blanc, on fait comme ça de façon rigide. Ouais. Ça, c'est drapeau rouge aussi pour moi. Mm. Parce que voilà, notre fonctionnement humain, notre corps, notre physiologie est tellement complexe que est tellement différent, varié d'une personne à l'autre, si Ouais. on parle de morphologie en tout cas, qu'on peut pas avoir une réponse unique pour tout le monde en fait, c'est Et non. impossible. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'on a voulu tellement simplifier, standardiser. Là, je parle de la pratique du yoga, mais il y a d'autres Oui, choses qui en ont souffert aussi. Qu'on a perdu justement cette essence de la beauté de chaque corps est unique. Et en fait, il faut aller à la rencontre de la personne qui est devant toi. oui, C'est pas elle qui vient à ta rencontre et qui doit souffrir entre guillemets ta séquence parce qu'elle a été faite pour 25 personnes et autres. Moi, j'ai enseigné je me rappelle très bien pour une marque de vêtements, j'ai enseigné sur une péniche à plus de 100 personnes. Eh ben, j'avais fait une séquence hyper simple. Malgré tout, il y a des moments où je voyais des personnes. Alors, je descendais quand même des fois de l'estrade, ce qui rendait complètement fou l'ingé son, mais je descendais de l'estrade pour aller ajuster les personnes qui étaient devant. Mais je me disais toujours, pour les personnes qui sont derrière, comment faire? Donc, j'essayais de donner un max d'infos par la voix. Mais il y a toujours ce plaisir, en fait, quand je retrouve un groupe de 5, 10 personnes, en fait, de pouvoir aller vers la personne, de pouvoir prendre du temps, quelques secondes, quelques minutes pour explorer la posture ensemble. Parce que les personnes autour aussi entendent. oui, Donc, il y a en fait cet effet où, tiens, les questions que je me posais, elle est en train d'y répondre avec ce corps-là, mais si moi j'essaye, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle qu'un de mes guides dit toujours, parce qu'il est toujours vivant, en fait, attendez pas le bus pendant ce temps-là. Écoutez et testez pour vous, pour voir un petit peu, parce qu'il y a des grandes chances que on a tous deux bras, deux jambes, donc il y a quand même des choses à explorer. Et ta sensation ne sera pas forcément la même. Donc, ouais, ne soyez pas là à attendre que le bus passe. Il disait, soyez vraiment acteurs et actrices. Et on nous ouais. enlève un peu ça quand on a des trucs tout faits. Quand on veut nous vendre que telle posture est comme ça, que l'alignement doit être là, que la séquence, même moi j'ai pratiqué dans des sessions où le formateur disait, en fait la séquence, moi je voulais toute faite. Vous commencez par tel groupe de posture, vous faites tel groupe de posture, vous finissez par tel groupe de posture. Et c'est là, genre, non, enfin, ça, si t'enseignes tôt le matin, par exemple, ça marche pas ton truc. On arrive, on a tous les corps qui sont froids, on a la nuit derrière, le corps, le système nerveux, il est pas encore enclenché, donc tu peux pas faire direct cash, comme on nous le vend souvent au lever du lit, 8 salutations au soleil. Ça a pas de sens, en fait. Mm. C'est tellement dommage de perdre ça. Mm. Ouais, j'avoue que j'ai un goût très prononcé pour les cours qui prennent le temps d'aller ajuster chaque personne, quitte à retarder, entre Mm. guillemets, le flow, le flux du cours, et que je pense que beaucoup d'enseignantes ont l'inquiétude de ne pas avoir le tempo, de pas rentrer tout le nombre de postures qu'elles ont décidé, etc. Oui, Et ou même de devoir des fois adapter la séquence à la volée. Parce que justement, quand tu prends le temps, et ben derrière, il faut adapter. Est-ce que tu as, entre guillemets, moins de temps pour la séquence parce que tu as pris du temps de qualité pour faire un focus peut-être sur une posture. Et parfois, ça fait un peu peur de dire, ouais, mais là, il va falloir que je réadapte ma séquence. Ou les personnes qui sont autour, eh ben, elles vont peut-être s'ennuyer pendant que je m'occupe de telle personne. Mais vraiment, là, moi, je vois bien, hein, avec les groupes que j'ai aujourd'hui, c'est prendre le temps d'expliquer en disant justement aux personnes, on peut regarder sur ce corps-là ensemble, on peut regarder, faites l'expérience sur le tapis, encore une fois, mais aussi de rappeler, quand je fais un focus comme ça pour quelqu'un, en fait, vous perdez pas du temps. Parce qu'une fois que vous allez avoir l'expérience de votre posture, quand il y aura un flow, si vous voulez faire un vinyasa, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire chaturanga et le cobra, par exemple. Alors que si on le fait tout le temps dans le flow, que je vous ajuste pas, vous allez répéter, répéter, répéter les mêmes choses qui vont pas forcément fonctionner pour votre corps. Mm. Et finalement, c'est ce temps d'apprentissage qui est le même qu'on évoquait finalement pour l'anatomie en yoga qu'on fait plus. C'est-à-dire de se dire à un moment, il faut décomposer pour pouvoir aller plus vite, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu veux faire une salutation au soleil, moi, je trouve ça toujours génial de prendre le temps de décomposer la salutation au soleil. Tu vois, de dire, en fait, il y a telle posture, on la pratique, qu'est-ce qui se passe, plusieurs respirations, et la transition de la première à la deuxième, maintenant on voit la troisième, comment elle est, et maintenant si je fais première, deuxième, troisième, et c'est des ateliers qui ravissent toujours les élèves parce que les sessions suivantes, ils pratiquent pas la salutation au soleil de la même manière. Bien sûr.
Prendre le C'est temps. sûr. Mais je crois que ça revient à mon fantasme. On doit partager tous plus ou moins le même, de quelque chose d'un peu idéal, formaté et qui va marcher pour tout le temps. Voilà. Oui. Et que la notion de progression et de progressivité qu'on avait quand moi j'ai commencé le yoga, je l'ai plus retrouvée après. Dans les cours que je suivais à cette époque-là, lointaine, de dinosaures, c'était présent dans les cours de yoga. Donc les formations tenaient compte de ça. Et quand je discutais avec les professeurs qui s'étaient formés, ils s'étaient formés sur des temps très longs. Eh oui. C'est des gens qui avaient suivi le même enseignant. Alors il n'y avait pas ce côté je mange un petit peu, je goûte à tout, mais ils restaient avec une pratique hebdomadaire, voire quotidienne, avec le même enseignant. Et il y avait ce goût pour la progressivité, pour l'humilité, Mm. alors qu'on est allé vers quelque chose qui est plus de la consommation de je goûte à ci, je goûte à ça, et de Oui. l'invitation à faire des choses un peu spectaculaires, jolies qu'on voit en photo. Bon, Oui. voilà, c'est un sujet Oui, qu'on a alors que largement finalement, débattu, mais ouais. Non, mais ce que je me disais, c'est que finalement, le conseil qu'on peut donner aussi aux personnes qui écouteraient ou qui regarderaient cet épisode-là, c'est si vous êtes guide de yoga ou prof de yoga, de prendre le temps, en fait. Si vous avez la chance d'avoir des cours hebdomadaires, on peut le faire, de sortir de cette crainte, de faire un focus parfois. Ça veut pas dire que tu le fais à chaque fois, mais peut-être en début de mois, de faire un focus sur une posture, de prendre le temps. Et puis les 3 cours suivants, peut-être de faire des séquences autour de cette posture qui permettent d'y rentrer différemment, d'en sortir différemment, de la préparer différemment pour pouvoir explorer ça. Et franchement, les pratiquants, ils sont très demandants de ça. Et c'est vrai, bon, il y aura toujours des personnes qui ont envie de plus. Je me rappelle d'une élève qui était venue me voir à la fin d'un cours qui m'avait dit ah mais moi j'aime les cours où il y a beaucoup de postures, donc je pense que je vais pas forcément revenir à votre cours. Et j'avais dit bah c'est super. Je connais telle prof, elle fait des super cours comme ça qui vont vous plaire en musique, etc. Mais c'est vrai que c'est pas ma transmission. On va pas enchaîner les postures, les postures, les postures et arriver à la fin à Shavasana. C'était pas ma pédagogie, ça l'est toujours pas. J'ai même plutôt, plus je vieillis, plus j'ai tendance à ralentir, j'avoue. oui. Même si, voilà, j'aime toujours la danse du dragon et le vinyasa, mais j'avoue que mon cœur de pratique aujourd'hui il va davantage vers du souffle dans les postures, du ressenti. Et oui, c'est peut-être ça le conseil. Mettez peut-être un peu plus de lenteur et de focus. Ne pas hésiter, en fait, à proposer, parce que ça va attirer du monde aussi qui a envie de comprendre. Oui, et à répéter. Ouais. Et tant pis pour les élèves qui ont besoin de trop de variété. J'ai écrit toute une série d'articles sur tous ces sujets-là Ah, pour argumenter parce que au-delà du choix personnel, on a tendance à adhérer à une chose ou à une autre, une façon de faire ou à une autre en fonction de son tempérament ou son tempérament du moment. Comme tu disais, mmh. en vieillissant, on est plus attiré vers la lenteur éventuellement. Moi, je devais être vieille. Je devais être vieille jeune parce que j'aimais la lenteur dès le début. Mmh. Mais c'est même quelque chose qui m'a beaucoup accroché, ce temps de calme profond. Mais ouais, j'ai écrit pas mal d'articles sur ces sujets pour comprendre la science derrière ces propositions. Parce que le corps a besoin de progressivité pour plein de raisons. Pour l'adaptation des tissus, des tendons, pour l'assouplissement progressif, pour le renforcement progressif, pour le schéma corporel, pour tout ce qui est schéma moteur, pour que le système nerveux apprenne à faire telle ou telle posture. Et là-dessus, on commence à avoir pas mal de recherches. La recherche en yoga, elle avait jusqu'à présent été très orientée sur ce qui est thérapeutique ou qui ne l'est pas. Mmh. Euh, et on n'avait pas de recherche dans la biomécanique. Qu'est-ce qu'une posture de yoga fait sur, qu'est-ce que le guerrier fait sur l'articulation avant du genou, le guerrier 2, quand je fais cette tentative de me placer au-dessus de la cheville, de rouler ma cuisse vers l'extérieur pour positionner mon genou, etc. Qu'est-ce qui se passe en termes de charge? Ça, c'est de la biomécanique. C'est Mmh. pas uniquement la forme de la posture, Oui. c'est comment les tissus sont chargés, comment ils sont mis en tension, comment ils sont mis en compression. On commence à voir un petit peu plus. Ça existe dans toutes les activités sportives et notamment athlétiques, parce que c'est étudié depuis 40 ans. Mmh. On a un volume de connaissances sur ces sujets qui est colossal. Et les gens qui s'intéressent à l'exercice en général sont très pointus. Il y a vraiment d'excellents coachs qui ont un passé enfin, qui ont un profil assez scientifique dans leur démarche. Ouais. Et en yoga, c'est quelque chose, c'est Oui. presque sale de Oui, parler de chose que c'est d'énergie. vrai. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment le chaînon manquant aujourd'hui. Il y a un petit peu plus de recherche.
Et tout ça, moi, j'essaie d'en nourrir mon blog parce que je pense que quand on a compris ces choses-là, on se libère aussi de fausses croyances déjà, pour commencer, et on peut être plus force de proposition pour Oui, nos différents élèves et avoir des solutions dans lesquelles ils vont se trouver bien et avoir cette sensation de oui. bien-être. Et pas cette sensation, comme tu le disais tout à l'heure, si j'aligne les voûtes, l'arche Le arrière avec talon avec. nanana, bah, ça, pour certaines personnes, c'est très inconfortable dans la hanche, dans la sacro-iliaque, etc. Tout à fait. Et voilà. Et ces articles, c'est sur ton blog, c'est ça, hein? Oui, Je vais mettre le lien du coup dans le descriptif oui. de l'épisode, parce qu'il faut vraiment aller piocher dedans. Mais moi, je peux témoigner de toute façon parce que je viens vraiment j'ai pas envie de dire d'une lignée, mais je suis arrivée au yoga vraiment par le bien-être, le développement personnel et l'énergétique parce que j'étais vraiment à fond dans tout ce qui était ressenti, subtil, perception non visuelle, des choses qui sont pas prouvées. Enfin, c'est depuis l'adolescence, je baigne un peu là-dedans. Et c'est ce qui avait fait au début que j'avais fait, ouais, non, mais l'anatomie, c'est pas grave. Ça sert à rien en yoga. Et qui a fait que, bah, à un moment, j'ai dû me former parce que j'ai tellement tourné autour du pot qu'à un moment, il a fallu ouvrir le pot, hein, quand même. Il a fallu y aller. Et ben, la compréhension du corps m'a amené une profondeur, en fait, dans la compréhension du corps subtil. Mm. Parce qu'on le sait et on le voit dans le yoga aussi, ils ont fait le même lien, en fait, tout ce qui est kosha, tout ce qui est les couches subtiles du corps et énergétique, et même en médecine traditionnelle chinoise, ils sont passés par le corps physique pour aller dans le subtil. Et le corps subtil est nourri par le corps physique. Il y a vraiment un lien qui se fait. Donc, si tu t'occupes que de l'énergétique, au final, ce qui est dommage, c'est que tu enlèves cette part de bénéfice au corps physique. Et quand le corps physique va bien, c'est beaucoup plus facile d'aller adresser des choses qui sont plus subtiles, en fait, beaucoup plus fines, parce qu'il n'y a plus ce barrage du corps, entre guillemets. Ou en tout cas, il est compris ou il est en chemin, ce qui fait que le corps subtil peut être en chemin aussi. Donc vraiment là, je disais ça parce que en fait, de ne pas croire que c'est l'un ou l'autre. En fait, ils sont ensemble. On peut plus les dissocier. On peut pas se dire je vais faire que de l'énergétique ou je vais faire que de l'anatomie même. J'ai une amie à moi que j'aime énormément, mais elle fait du yoga purement anatomique et physique, c'est-à-dire qu'elle veut jamais elle n'est pas du tout, elle m'en voudra pas de l'évoquer sans parler de son nom, mais elle n'est pas du tout dans l'énergétique, elle n'est pas dans le subtil, elle n'est pas dans les chants de mantra, elle n'est pas dans la vibration et du coup, elle est très dans la matière. Et faire un cours de yoga avec elle, c'est intéressant parce que tu adresses la matière, tu vas dans le corps. Mais pour moi, il manque cette dimension. C'est comme un fil, en fait, qui me permet en début et puis en Shavasana, surtout d'avoir cet espace-temps où le corps se relâche et en même temps, le mental devient observateur. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui se déploie. Mm. Et c'est ce quelque chose que j'arrive pas forcément à retrouver dans ces cours parce qu'il y a que le corps, que ça. Mm. Physique, je veux dire. Oui, bien sûr. Faut- Je crois que ce que tu disais à l'instant, c'est la même chose. Corps subtil, corps physique, pour moi, c'est la même chose. Euh, on a cette dissociation, on les dissocie à la façon de ce qu'on a pu reprocher à Descartes, parler du corps et de l'esprit. Mais en réalité, comme pour Descartes, c'est méthodologique, c'est-à-dire que ça nous est difficile de parler de la même chose, des deux choses en même temps, alors que c'est une seule et même chose intriquée, imbriquée. C'est-à-dire que la façon dont mon corps est positionné va me permettre de respirer d'une certaine manière, qui va impacter la physiologie de ma respiration, qui va faire que j'ai un ressenti différent, qui va faire que mon mental va se calmer, etc. Mais c'est un seul et même continuum de réaction, en fait. Euh, dans le yoga comme ailleurs, hein, mais dans le yoga, on y prête attention et ça change tout. Et donc, pour moi, ça fonctionne absolument ensemble, mais on continue de le dissocier, de dire corps-esprit. Le yoga est une technique corps-esprit, parce que ça nous est plus facile pour en parler, de parler d'un accès, qui est la manière dont je place mon corps, mon genou, Mm. etc., dans la posture de yoga, et de ce qui se passe derrière et du ressenti que ça provoque, ce que tu appelles l'énergétique, qui pour moi est un ressenti, un ensemble de sensations, de perceptions qui sont transmises par mon système nerveux, que mon cerveau analyse et avec son propre prisme en fonction de mon histoire, lui donne une couleur, agréable, désagréable, douloureux, calme, agité, etc. Mm. Je me suis demandé aussi à un moment dans mon cheminement, mais j'ai pas la réponse, que j'ai pas le temps d'étudier l'histoire non plus. Et il y a des personnes qui le font là, qui commencent à se poser sur le sujet, mais je me suis demandé aussi à un moment si on n'avait pas dissocié les deux par rapport à cette anti-religion et cet anti-esprit qu'il y a eu pendant tout un temps en Oui, France, tu sais, où il fallait vraiment parler corps, matière, ce qui était visible, ce qui était vraiment oui,
constatable et tout le reste n'existe pas. Ce qui a créé cette dissociation aussi dans notre culture que finalement, comme tu le cites très bien, on ne retrouve pas dans les philosophies hindouistes ou autres où tout est un en fait. Ils n'ont pas dit à un moment, là il y a le corps, là il y a le mental. Il y a un être fait de matière et de subtil. Point. Et donc tout communique, c'est pas dissocié. Et ouais, je m'étais demandé si c'était pas culturel aussi. Tu vois. Et c'est associé également au développement de la science, parce que la science, pour pouvoir analyser les effets d'une chose ou d'une autre, que ce soit un médicament ou une pratique, peu importe, est obligée de dégager des critères et des paramètres et de les isoler pour pouvoir avoir vraiment une mesure à l'instant T de quelque chose en particulier, de ce qui va se passer, je sais pas, un plus d'oxygène, moins d'oxygène, plus de CO2, peu importe, quel que soit le paramètre qu'on regarde. Comparable d'une personne à une autre, quoi. Voilà, on est obligé de faire des comparaisons sur des gros volumes de population et donc on isole ce qui est très factuel. Mais la personne, elle est différente, elle a une histoire différente, elle réagit différemment. C'est pour ça que sur les médicaments, par exemple, on a des effets extrêmement variés, euh, là où on espérerait que tout marche et sans effet secondaire, par exemple, que le produit fonctionne sans effet secondaire. Voilà, donc je pense que ça fait partie des choses qui font qu'on a cette espèce de séparation artificielle qui est méthodologique, qui n'est pas réelle. Nous sommes une seule et même chose, un seul et même être. Et il y a un autre sujet que tu abordes et qui est très peu connu dans le yoga, et tu m'as demandé qu'on l'aborde dans l'épisode, et je te remercie vraiment parce que c'est un sujet qui, je pense, est intéressant. Et moi-même, je le connais peu, pour être totalement transparente. C'est le sujet de l'hypermobilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses particularités, des troubles qui sont associés et de ses adaptations au yoga? C'est-à-dire comment aujourd'hui, ce que tu as pu constater a un impact sur la façon de guider une session de yoga? Ouais, alors merci de me laisser en toucher deux mots parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est à cause de ça que je suis venue au yoga. Je veux dire, grâce à ça, maintenant. Ah, ça, à cause de Grâce toutes ces à années de mon... recherche. Et c'est pour ça que le yoga m'a fait beaucoup de bien aussi. L'hypermobilité, en France, c'est un terme qu'on n'utilise pas. On utilise le terme hyperlaxité. D'accord. C'est-à-dire on va dire facilement, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins, le coude des pratiquantes, souvent des femmes, est parfois hyperlaxe, c'est-à-dire, alors c'est pas mon cas, à peine j'ai un 2 ou 3 petits degrés, c'est rien du tout, c'est-à-dire que le coude, à partir de l'articulation, au lieu d'être bien droit et d'être à 0 degré, voilà, toi tu es plus marqué déjà, Ah oui. va ployer. Et donc l'avant-bras va être plus bas que le bras, que l'humérus ici. Ah oui, Donc d'accord. ça, Ah oui. voilà. Ah oui, je suis obligée de remonter la main pour. Voilà, tu es obligé de plier un petit peu pour être sur une Ouais. ligne droite. C'est très courant, c'est tout à fait, c'est presque physiologique chez les femmes. On est à la limite de la physiologie, c'est-à-dire normale. D'accord. Donc, c'est pas une anomalie et c'est pas un problème en soi. Ce qui se passe, c'est que les tissus conjonctifs, donc les tendons, les ligaments, la capsule articulaire qui vient englober comme ça l'articulation pour la tenir, les fascias, tout ça c'est du tissu conjonctif, sont plus lâches que la norme, c'est-à-dire la fourchette. La norme, c'est la fourchette de la population qu'on a mesurée comme étant la plus présente, la plus représentée, en fait. Donc, on a comme ça une courbe avec une fourchette entre lesquelles on estime que les gens sont dans la norme, du moins lâche au plus lâche. Donc, du plus résistant quand je tire dessus, ça résiste plus ou moins, du plus résistant au plus lâche, c'est-à-dire qu'avec la même force, ça va déformer plus. Et ces personnes qui ont cette hyperlaxité, elles sont au-delà de la fourchette. Donc, c'est de l'hyperlaxité. Les tissus sont plus lâches que la moyenne. En soi, c'est pas un problème, mais effectivement, c'est un facteur de risque. Et donc, on peut le voir très facilement sur des coudes chez les femmes. C'est assez fréquent. Mais on peut l'avoir sur toutes les articulations, sur une ou plusieurs articulations. Et ça fait que l'articulation est hyper mobile. Elle bouge plus que cette fameuse fourchette moyenne de la population qui est considérée comme normale. Donc, on a des amplitudes articulaires qui sont plus grandes. Et Et quelle différence, tu me l'hypermobilité. permets juste un temps, quelle différence, du coup, toi, tu ferais entre le terme hypermobilité et hyperlaxité? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou c'est juste. Oui, D'accord. oui, oui. Donc, ça correspond à deux choses différentes, c'est-à-dire l'hyperlaxité, c'est le fait que les tendons, les fascias
tout le tissu conjonctif soit plus lâche, moins résistant à la force qu'on applique dessus pour se déformer. Et l'hypermobilité, c'est la conséquence en termes d'amplitude articulaire au niveau de l'articulation. Par Mm. exemple, quelqu'un qui a une épaule qui est dans une fourchette normale, elle va pouvoir lever le bras ici vers l'oreille. Ça va être le début de la fourchette normale. Quand je Mhm. me tasse un peu comme ça, on voit la suite du bras. Et puis, jusqu'ici, ça reste dans une fourchette normale. Donc, ça, c'est la fourchette normale. Donc, Donc là, c'est je suis en vraiment train de d'avoir lever le le... bras à côté de l'oreille pour les personnes qui écoutent Voilà. On sur peut aller en jusqu'au audio. bras à côté de l'oreille et on est dans le haut de la fourchette normale. Et puis, si je peux, comme je suis en train de le faire, basculer mon bras bien plus loin que mon oreille, Ah oui, toi, tu vas plus loin quand même. ouais. Ouais. Mm. Alors, sans tricher avec le haut du dos, mais si Ouais. je garde vraiment mon dos droit et que c'est que l'épaule qui fait le geste, à ce moment-là, mon épaule est hyper mobile. Et dans le yoga, on a tendance à penser que c'est de la souplesse et que c'est super. Et Et en du réalité, coup, il faut, pardon, je me permets juste de rebondir aussi. C'est ça, c'est bon. Est-ce qu'on dit, si tu as une hypermobilité dans une articulation, tu es forcément hyperlaxe ou pas? alors, est-ce que c'est l'hyperlaxité génétique? Parfois, ça peut être suite à des blessures où il y a eu une D'accord. déchirure, où il y a eu quelque chose comme ça. Oui, C'est pas d'accord. forcément l'hyperlaxité, mais en général, c'est un événement traumatique qui a créé l'hypermobilité et on le sait. Par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de ski, qui a abîmé certaines structures du genou, va peut-être avoir une hypermobilité du genou suite à l'accident, mais pas une hyperlaxité de naissance, par Ouais. exemple. Ou D'accord. des gens qui ont énormément travaillé depuis leur petite enfance, comme les danseurs, les danseuses. Ouais, le Il y a gymnaste. une forme d'hypermobilité acquise par le travail pour obtenir certaines amplitudes articulaires qui sont spectaculaires. Ouais. Et voilà. Et quand on regarde le corpus de posture du yoga dit traditionnel, je mets des guillemets à traditionnel, et je vous Ouais. renvoie pour les personnes que ça intéresse auprès des historiens qui travaillent sur ces sujets-là. Mm. En tout cas, les postures qu'on travaille depuis le XXe siècle et qu'on prend en photo, pour réaliser la totalité de ces postures, il faut être à peu près hypermobile de partout. Ah oui. Mm. Tu vois, c'est presque une condition sine qua non. Tu as le choix entre être hypermobile de partout et avoir un accès presque direct à ces postures, c'est-à-dire avec très peu de travail. Ou D'accord. alors, si tu es dans la norme, eh ben, il y a de grandes chances qu'il faille énormément de travail pour ne jamais arriver vraiment à ces amplitudes-là. Parce que on a un frein qui va être osseux, qui va être tissulaire. Et quoi qu'il arrive, il y a un moment, malgré le travail, on est quand même plafonné. Ouais. Donc, on se rend compte aujourd'hui que dans le volume de professeurs de yoga qui ont pu accéder à ces postures-là, il y a probablement quelque chose comme 70-80% de personnes qui étaient hypermobiles de naissance. Et tu vois un exemple, moi, la toute première séance de yoga que j'ai faite, qui a été tellement merveilleuse et qui me laisse un tellement bon souvenir, on m'a proposé de faire la pince. J'ai fait la pince. Alors, je fais flap avec mes mains parce que je suis en train de montrer que vraiment, mon nez est allé se caler entre mes tibias sans aucun effort et limite sans échauffement. Et que Oui, je d'accord. peux, voilà, Ouais. Alors je que peux moi, le ma faire. première pince, c'était à angle droit. D'accord. C'était une pince ouverte. Qui est dans la norme. Ah oui, d'accord. Ce Tu qui veut vois? dire qu'on crée quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et de la projection dans le yoga, parfois, avec ces postures-là, Oui. qui peut parfois vraiment amener des personnes à se pousser, à se dépasser vers quelque chose qui n'est pas, qu'on peut pas atteindre au final. Exactement. Mm. Exactement. Et je pense que c'est extrêmement important d'en avoir conscience pour la majorité des professeurs de yoga qui commencent à s'initier en formation, de d'avoir cette perspective-là, d'abord pour leur propre corps, Mm. parce que d'une part, si tu es dans la norme comme tu l'es toi, bah, tu peux lâcher du lest aussi et penser progressivité, humilité, et où je vais, c'est très bien comme ça. Ouais. Et à l'inverse, et c'est là que je vais parler de facteurs de risque, à l'inverse, quand on est hypermobile et qu'on arrive dans des fins d'amplitude comme ça, ce qui se passe, c'est que l'articulation, elle dépasse sa fin d'amplitude. Donc, elle va aller chahuter les tissus environnants. Elle va aller chahuter la capsule, les labrum, tout ce qu'il y a Mm. sur le passage. Et c'est pour ça qu'on sait que, parce que ça a été un petit peu étudié,
pas du tout pour le yoga, malheureusement. Un petit peu dans certaines activités sportives, athlétiques, comme le baseball, les lanceurs, souvent au niveau Oui. des épaules. Mouvement répété, tu veux dire de lancer la balle? Voilà, donc c'est un mouvement qui est ultra rapide, qui demande de la force, souvent il y a de l'impact. Quand les personnes ont des épaules hypermobiles d'origine, elles se blessent plus facilement, le taux de blessure est plus important. Mmh. Et il est probable que les blessures qu'on relève aujourd'hui, il y a de la recherche, je vous les avais présentées, ces recherches dans le cours Repenser l'alignement, parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle de blessures dans le yoga, parce que là aussi on dit tout et n'importe quoi. Donc c'est important d'aller chercher à la source, dans la recherche, ce qui est dit, parce que c'est filtré, c'est analysé sur des gros volumes de population, donc on a une bien meilleure capture d'image de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas. Ouais. Et effectivement, le taux de blessure, il est plus important chez les pratiquants intensifs, professeurs ou pratiquants intensifs. Euh, je, et il est très axé, et les blessures sont souvent sur le tissu conjonctif. Donc en soi, c'est pas des blessures graves, mais c'est des blessures qui sont embêtantes et finalement qu'on se traîne longtemps. D'autant plus que les personnes hypermobiles ont un tissu qui se répare moins vite. Ah oui, en plus. Euh, D'accord. oui, ouais, il est plus Après, c'est cette compliant. laxité, en fait, qui fait que ça se soigne moins bien, c'est ça? Parce que la surface est plus grande? Ouais, alors il y a le fait qu'il résiste moins à la force, fait qu'il se blesse plus rapidement. Le fait que les articulations bougent de trop, ils sont trop sollicités, puisqu'ils sont là pour tenir l'articulation dans ce qu'on Oui. appelle la congruence. Donc il faut qu'elle ait une certaine stabilité, il faut qu'elle soit mobile, mais il faut aussi qu'elle ait une certaine stabilité. Quand elle dérape, entre guillemets, ce qu'on appelle une subluxation, voire qu'elle se luxe complètement, les tissus environnants vont se faire chahuter à répétition, en fait, Ouais. et potentiellement se faire déchirer. Et il y a potentiellement aussi quelque chose qui est, il y a de la recherche en ce moment là-dessus, on pense que les tissus sont différents. Mmh. Il y a peut-être moins de collagène d'un certain type qui est plus résistant, il y en aurait plus d'un autre qui est moins résistant, qui est plus D'accord. élastique, Ah qui se oui. laisse plus facilement déformer, voire même des anomalies éventuellement dans certains cas. Donc, on est face à une population qui a des facilités apparentes, mais qui a un défi à relever, c'est de comprendre son hypermobilité, avec humilité de la freiner, de Ouais. renforcer le corps dans chacune de ses articulations avant d'aller faire des pirouettes et des galipettes. Qui est complètement à l'opposé aujourd'hui de ce qu'on peut voir dans beaucoup de lignées de yoga, où finalement on nous pousse plus à aller plus loin. Au contraire, si tu as des facilités, bah, aller voir encore la posture, entre guillemets, d'après, et de la pratiquer, de la repratiquer et de la refaire. Et du Très coup, toi, ton précisément. conseil, ce serait est-ce que c'est du coup de renforcer, enfin, justement, de ralentir et de prendre conscience, bien évidemment, mais du coup, de travailler toute la force qui peut être autour de Oui. l'articulation pour bien la protéger avant d'aller dans ces postures? Est-ce que tu recommandes carrément de pas faire certaines postures? Toi, tu te positionnes comment aujourd'hui avec les données que tu as sur ce Hum, sujet-là? C'est un sujet qui est éminemment complexe. J'ai un cours de 6 heures sur le sujet pour peser un peu les tenants et les aboutissants et prendre des décisions pour une personne ou une autre en particulier. L'hypermobilité est associée à plus de blessures. Désolée, j'avais enlevé toutes mes alarmes sauf celle-ci. Je C'est pas grave. sais pas si tu l'as entendu. Non, pas du tout. D'accord. L'hypermobilité est associée à plus de blessures. Les blessures, on les a probablement quand on travaille en fin d'amplitude, sans avoir au préalable fait du renforcement. Et il y a une très mauvaise proprioception dans l'hypermobilité, souvent. La plupart du temps, les personnes hypermobiles n'ont pas une bonne proprioception, c'est-à-dire une perception du corps dans l'espace. Hmm. Et ça a été une grande révélation de découvrir que moi qui avais fait des siècles de danse et de yoga, j'avais une mauvaise proprioception. Quoi? Je ne le savais pas, figurez-vous. J'avais l'impression d'être agile. Eh bien, pas du tout. Je mesure mal la force dont j'ai besoin pour faire un geste ou un autre. Ah oui, Donc, et c'est quelque chose qui est commun aux gens hypermobiles. Donc, je mets beaucoup trop de force. de contraction musculaire là où il y en a besoin de beaucoup moins. C'est un peu zéro, tout zéro ou tout un. Donc, il y a beaucoup de choses à réapprendre dans des petites amplitudes, dans le contrôle moteur,
pour stimuler la proprioception d'une part et reconstruire un schéma moteur avec des muscles forts parce que du coup, comme les tendons se laissent allonger sans fin, le muscle est beaucoup moins efficace et se fatigue. Et donc les personnes hypermobiles ont souvent beaucoup de tension musculaire parce que les muscles, le système nerveux organise notre sécurité, donc contracte les muscles pour tenir ce que les articulations ne tiennent pas. Donc on se retrouve avec des personnes hypermobiles qui sont hyper souples entre guillemets, mais c'est pas de la souplesse, il y a une grosse différence. Et à l'inverse, qui se sentent très raides et qui le sont parce qu'en fait leurs muscles sont surcontractés en permanence pour stabiliser. Donc D'accord. voilà, il faut entretenir cette stabilité articulaire avant d'aller faire. Et j'ai vu fleurir au moment du Covid, j'ai vu fleurir les témoignages de jeunes femmes souvent qui sont venues au yoga pendant la pandémie parce qu'elles étaient enfermées chez elles, qui ne savaient pas qu'elles étaient hypermobiles, qui ont trouvé ça fantastique parce que très gratifiant, parce qu'on a immédiatement le résultat qu'on voit sur l'image et qu'on fait la même chose, et qui en quelques mois, un an ou deux, se sont retrouvées avec des blessures à droite, à gauche, et n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc ça, c'est véritablement important. Et puis, c'est une population chez qui l'hypermobilité est associée à une litanie, et je l'évoque rapidement comme ça, mais parfois, le fait de l'entendre peut permettre à des personnes qui n'auraient jamais fait le lien de connecter ces points entre eux. C'est une liste sans fin de troubles de la santé, D'accord. puisque l'hypermobilité des tissus conjonctifs, elle est partout. L'hyperlaxité du tissu conjonctif, elle est partout. Elle est aussi dans le tube digestif. Elle est aussi au niveau de la transmission nerveuse. Elle est dans tout notre corps. Donc, on a des personnes qui ont des gros troubles du transit, par exemple, qui ont un système nerveux qui est branché en mode sympathique, donc le mode qui est hyperactif, celui de la vigilance, parce que justement, il est en état de vigilance pour stabiliser le corps dans l'espace, avec ce défaut de proprioception, ce défaut de stabilité, etc. Euh, il y a des difficultés comme le conjonctif gaine également les vaisseaux de notre organisme. Le sang a tendance à descendre dans les jambes parce que les vaisseaux sont plus lâches que la moyenne. Donc le sang descend et le cœur commence à taper fort pour nous maintenir juste à la position verticale. Donc on peut être avec ce qu'on appelle la tachycardie, avoir un essoufflement juste par le fait d'être debout. Et on peut le repérer chez les personnes qui viennent dans nos cours, qui font un guerrier et qui ont la tête qui tourne, par exemple. Ça peut arriver. Et ça peut être lié à ça. D'accord. Donc, il y a une liste comme ça extrêmement longue sur lesquelles on peut travailler. C'est ce que je propose dans mon cours dédié à l'hypermobilité, parce qu'en comprenant les tenants et les aboutissants de l'hypermobilité, on peut proposer une réponse de yoga thérapeutique. Déjà, on peut proposer une réponse de yoga en collectif pour éviter de se blesser. Oui, Et les personnes qui auraient des symptômes, voilà, on peut proposer également du yoga thérapeutique. Ça va jusqu'au fait que l'hypermobilité est très, très associée à la neurodivergence. Ce sont des troubles qui se superposent presque, pas à 100%, mais presque. d'accord. Donc, une personne hypermobile, par exemple, a 7 fois plus de chances qu'une personne qui n'est pas hypermobile d'être autiste, par exemple. Pareil pour le TDAH, je crois que c'est 6 fois plus de chances d'avoir un TDAH. Ok. Voilà. Donc, c'est l'hypermobilité, quand on commence à ouvrir le livre, c'est un monde Ouais. Oui, c'est absolument. pas juste de dire, comme tu l'évoquais au tout début, je suis souple et je peux faire cette posture. En fait, l'hypermobilité, c'est totalement différent. C'est presque des personnalités, ça explique beaucoup de choses dans la vie, dans l'histoire d'une personne quand elle découvre qu'elle est hypermobile. Et ce qui est complètement fou aujourd'hui, c'est que ça n'est pas diagnostiqué, que c'est très rare que les personnes sachent qu'elles sont hypermobiles avant 40 ou 50 ans. Oui, que Et que, les douleurs et les blessures arrivent finalement. bien sûr, les bobos se sont installés en fait au fil ça commence par une petite chose et puis ça se cumule. Et donc c'est important de connaître son Bien sûr. corps pour tout le monde. Et c'est important de repérer une hypermobilité pour chacun, chacune d'entre nous. Et c'est important pour les professeurs de yoga de les reconnaître, pour pas les pousser, Et pour oui. les retenir. Et Ouais. ça... Essayez de les retenir en tout cas. Mettre l'intention d'eux et voir comment ça se passe. Parce que... Voilà. Bah, merci en tout cas d'avoir souhaité aborder ce sujet-là en plus de tout le reste dans ce moment. C'est hyper riche et on sent que derrière il y a de la matière. On pourrait faire juste Oui. un épisode sur ça. Donc, Oui, sur chacun des troubles de l'hypermobilité, on pourrait faire un on épisode.
D'accord. Ouais. On va faire une saison, une saison anatomie. Mais c'est hyper intéressant en tout cas, donc merci beaucoup pour ce Ben, temps merci à précieux. toi d'avoir laissé l'espace. Hmm. En général, je demande souvent aux personnes de clôturer avec une petite pratique que les auditeurs, auditrices ou les personnes qui vont regarder la vidéo sur YouTube peuvent refaire facilement. Est-ce qu'il y a une pratique en ce moment que tu fais chez toi ou dans ta pratique personnelle Ah, que tu aimerais partager? Et c'est ouais. pas forcément du yoga, hein, ça peut aussi être des choses du quotidien ou de ta routine en fait. Alors non, non, c'est du yoga. C'est du yoga parce que jamais sans mon yoga, justement pour les raisons que je viens d'expliquer là. Quelque chose de tout bête que tout le monde fait et peut-être que vous le faites déjà si vous nous écoutez, mais je n'ai pas une seule journée sans faire le mouvement du chat-chien, Hmm. tout simplement, enfin du chat-vache, pardon, mais Ouais. après je Ouais. continue sur le... Bon, ça s'enchaîne évidemment, mais rien que ça, rien que ces 3 minutes de mouvement du chat-vache avec cette attention portée au déroulé de la colonne et surtout au ralentissement du souffle. Hmm. Donc, ma version préférée, justement pour adresser ce système nerveux qui s'emballe, hein, qui a toujours le pied sur l'accélérateur, Hmm. c'est de le faire freiner doucement et très progressivement, en commençant par équilibrer la durée de l'inspire et de l'expire, en la synchronisant avec beaucoup d'attention sur le mouvement d'extension et de flexion de la colonne. Et progressivement, en rallongeant le temps d'expire, cette fois-ci, une fois que la première phase est tranquille et avec aisance, disons que je fais 4 à l'inspire, 4 à l'expire, d'allonger peut-être un petit peu à 5, et puis d'allonger progressivement le temps de l'expire, mais très progressivement aussi, c'est-à-dire d'en faire 3 ou 4 sur un même tempo Hmm. avant de continuer à allonger, et éventuellement, si on est à l'aise avec ça, d'ajouter dans une dernière phase un petit bandha, un petit moula bandha à la fin de l'expiration. Hmm. Léger, sans forcer, avec douceur et sans chercher à retenir le souffle longtemps, vraiment en cherchant l'aisance en fait. D'accord. Et voilà, c'est simple, 3, 4 minutes, moi, me resynchronise à moi-même et suffisent à apaiser. C'est mon entrée dans ma pratique. Et si j'ai pas le temps de faire une pratique, je fais au moins ça. Super, waouh. Je visualise déjà rien que l'étape de ralentir le souffle, vraiment, de prendre le temps de ralentir le souffle sur le mouvement. Moi, je sais que c'est un moment que j'adore, en fait, souvent dans la pratique, mais c'est vrai que de le faire, donc, chien chat, ou chien vache, ou chat vache d'ailleurs, que tu évoques, donc c'est à quatre pattes avec le mouvement de colonne vertébrale, en fait, vraiment de suivre. Le jour où Oui. on me l'a fait pratiquer en portant vraiment l'attention de dérouler sacrum, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier, et à nouveau sacrum, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier, ce mouvement très simple, comme tu dis, à quatre pattes, a totalement changé pour moi. Mm. Donc c'est super, merci de nous partager ça. Et puis avec le souffle, et puis Moula Bandha, donc oui, si vous pratiquez les bandas, n'hésitez pas à l'explorer, c'est super. Merci pour ce partage. Avec plaisir. C'est ma petite pépite à moi. Ouais. Alors, si on veut suivre ton actualité, Ouais. qu'est-ce que tu as pour le début d'année 2025? Qu'est-ce que tu fais? Alors ouais, merci. Le début d'année, c'est grand moment pour moi parce que depuis des années où je donnais des cours en ligne, mais des cours, j'allais dire en présentiel, pas du tout, en direct, Ouais. en live, que j'ai enregistré pour quelques semaines ou quelques mois pour les personnes pour qu'elles aient le temps de les re-regarder ou pour celles qui n'avaient pas pu accéder. Et je travaille depuis quelques mois à mettre tout ça sur une plateforme de façon à ce que ce soit accessible dans le temps, n'importe quand. Et donc là, je lance le site est prêt, donc on peut me retrouver. Il y aura, c'est un programme 2025-2026 avec les 4 cours les plus importants à mes yeux, qui sont des cours qui sont un peu spécifiques justement. Et j'ai choisi non pas d'entrer par les grands thèmes de l'anatomie, mais par les sujets qui m'importent plus directement, qui sont souvent plus complémentaires en fait à un socle de base, comme celui que tu as suivi, Repenser l'alignement, voilà, qui a été reboosté avec encore d'autres sujets. Ce sujet de l'hypermobilité voilà, ce que je vais produire avec beaucoup d'applications pratiques et beaucoup d'exemples pratiques Mm. l'année prochaine.
Le sujet du pranayama aussi, qui me tient énormément à cœur, parce que je pense que c'est une pratique qui est sous-estimée, sous-pratiquée surtout. Pas Ouais, sous-estimée, parce qu'on ouais, sait que c'est efficace, mais ouais. avec un socle de connaissances scientifiques un peu riche pour le coup, pour que chaque prof puisse s'approprier les différents exercices de pranayama et les ajuster sur mesure pour les différentes personnes. C'est comme pour l'anatomie, en fait. La physiologie a besoin de notre connaissance. Nous avons besoin de connaître ça pour pouvoir ajuster le pranayama. Et puis, comme la majorité quand même des personnes parlent de raideur, j'ai tellement étudié la souplesse que j'ai produit aussi un cours sur la raideur et les étirements du yoga. Voilà. Super. Donc, c'est les 4 cours qui verront la priorité, le jour en priorité sur cette plateforme. Et c'est nourri d'un blog également avec des articles de fond. Alors, c'est pas des articles de débunkage que Ah, vous l'aurez la méthode compris. toute faite. Ça demande peut-être un petit quart d'heure de concentration pour lire chaque article et peut-être une prise de notes. Et ce sont des articles qui visent à compléter mes cours pour que les personnes aient aussi des supports, des traces. Et parfois, quand dans le cours, j'ai pas le temps d'aller aussi loin, ça me permet aussi de creuser un petit peu plus et Ouais, de laisser une trace écrite un peu structurée, voilà, pour les personnes qui auraient envie d'aller au-delà. génial. Voilà, donc tout ça voit le jour ces jours-ci. Hmm. Je vais en parler un petit peu sur les réseaux sociaux, donc on peut le retrouver assez facilement. Super. Bah, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans le descriptif de l'épisode aussi pour qu'on puisse te retrouver à la fois sur Instagram et sur ton site. Mettre le lien vers le blog aussi parce que je pense qu'on peut commencer déjà par les articles, ça peut être pas mal de prendre le temps de lire. J'aime beaucoup le concept, enfin, et l'idée de pouvoir prendre le temps de lire et d'apprendre, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'adore apprendre. Et je crois que là-dessus, on se rejoint. Et du coup, c'est de pouvoir à un moment se poser et se dire là, c'est une fenêtre pour étudier, pas juste pour lire en diagonale ou regarder un graphique, mais vraiment apprendre en fait quelque chose. Et c'est précieux. Donc, merci de mettre tout ton temps dans ces partages parce qu'on en a vraiment besoin. Je pense que c'est vraiment la conclusion là qu'on pourrait faire de cette courte interview qui pourrait durer des jours. Mais euh, en tant que guide et prof de yoga, il est vraiment important de se former en anatomie, de suivre un peu ce qui se passe et de comprendre vraiment les sujets clés de notre pratique. Donc là, tu évoques l'hypermobilité, le pranayama, c'en est un qui est vraiment extrêmement intéressant aussi. Il y a les sessions de yoga nidra aussi maintenant qui sont de plus en plus explorées aussi, qui sont des très belles pratiques qui permettent vraiment d'aller toucher autre chose pour la récupération. Donc, continuer à se former et ne pas s'arrêter à l'image qu'on peut avoir de l'anatomie, parce qu'en tant que guide et prof de yoga, on va pas aller dans de l'anatomie pure, on va aller vers quelque chose qui va nous permettre de transmettre dans un premier temps, Oui. de toute façon. Donc, c'est super. Merci infiniment, Florence, pour ce temps. Merci. C'est Merci à super. toi. Je suis ravie qu'on ait réussi à le mettre en place. Oui, moi aussi, c'était là aussi, c'était quelque chose de complexe. Un petit mot, un dernier. Vas-y, vas-y. De tout ce qu'on vient de dire en t'écoutant, ça me faisait penser, en fait, le corps humain est complexe. Donc, il demande du temps. Et c'est ce que tu disais à l'instant, le temps de lire, le temps de s'imprégner. Ça demande du temps de comprendre. Et c'est vrai qu'une formation ou une autre ne va pas résoudre la totalité de nos questions, ne va pas répondre à la totalité de nos questions. Mais c'est pas compliqué. La complexité, elle prend du temps par rapport à tout ce qui est simplification à l'extrême, voire jusqu'au simplisme. C'est simplement, donc, c'est un conseil pour les jeunes profs qui ont envie de commencer quelque part. Ne baissez pas les bras, même si ça vous paraît débordant. Mes premiers cours d'anatomie, j'ai rien compris. Ouais, pareil. J'étais débordée par l'information. Voilà, c'est normal. Il faut laisser cuire, il faut laisser infuser. Voilà, c'est Mm. cette complexité se décante. Ouais. Mais c'est un chemin qui est tellement beau derrière. Comprendre Oui, le oui, corps oui, humain, c'est une chance incroyable. Pouvoir une oui, partie, avoir une petite vision de compréhension du corps humain. oui. Et le fait que ce soit jamais fini me réjouit, Hmm, de me désespérer parce que j'ai encore des choses à apprendre tout le temps et je trouve ça réjouissant. super. Merci pour ce mot de la fin. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et merci Merci, beaucoup Angèle. pour votre écoute.
Je le sais, le temps est précieux et si tu es encore là, c'est sûrement que l'anatomie, le yoga et la transmission t'ont parlé. J'espère que notre échange, en tout cas, a pu apporter des précisions ou peut-être même des éclaircissements sur des questions que tu te poses et aussi te donner l'envie d'aller mettre le pied dans cette anatomie pour transmettre le yoga et de petit à petit apprendre, déconstruire, reconstruire avec joie et plaisir. N'hésite pas à nous contacter, Florence ou moi, si tu as des questions suite à cet entretien. On sera ravis de te répondre. Et si ce podcast et cet épisode t'ont plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment un petit coup de pouce, quelques secondes pour toi, mais qui vraiment font toute la différence aujourd'hui pour me permettre de rencontrer de nouveaux auditeurs et auditrices et surtout pour pouvoir continuer à produire ces contenus. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.